astrologue, mais également chanteuse, comédienne, je ne sais pas. Et on se retrouve en 96. En 96, on s'était occupé de... On m'avait accompagné dans une formation que j'avais organisée avec l'INAT, je ne sais pas si vous vous souvenez, près de la gare de l'Est. Enfin bon, en tout cas, et vous aviez commencé à l'âge de 8 ans, c'est ça? Donc à l'âge de 8 ans, c'est ma mère qui m'avait fait faire mon thème astrologique et ça a été le déclic, donc qui m'a fait... En 69? En 69, oui. Après mai 68 en fait. Oui. Donc ça a été le déclic et je me suis passionnée donc très tôt pour l'astrologie et déjà très jeune, donc je cherchais à comprendre qu'est-ce que c'est la vie, l'être humain. Quel était votre bagage astrologique à ce moment-là? On a vu votre thème, mais vous ne saviez pas comment on faisait un thème. Non, je ne savais pas comment on faisait un thème, mais ça m'a tout de suite interpellée. C'est-à-dire, on aurait pu faire mon thème et j'aurais pu en rester là. Mais j'ai commencé donc à lire, peut-être pas à l'âge de 8 ans, un peu plus tard, des livres d'astrologie. Alors évidemment, à cet âge-là, donc c'était pas encore une étude très approfondie. J'ai commencé par des livres d'astrologie traditionnelle, André Barbeau pendant pas mal de temps, donc j'ai étudié André Barbeau. Le traité pratique d'astrologie. Le traité pratique d'astrologie, donc je suis venue à l'astrologie par ce livre, par le traité d'astrologie. Oui. Et pendant de nombreuses années, et puis évidemment d'autres astrologues, mais essentiellement André Barbeau. Et puis j'allais régulièrement à des séminaires organisés par Yves Lenoble et par AGP. Oui, mais ça c'est beaucoup plus tard, ça. Ça c'est beaucoup plus C'est tard. dans les années 90. Mais ça c'est dans les années 80, oui. AGP, ça a été formé en 89, je crois. Oui, dans les années 80. Donc c'est 20 ans après votre rencontre avec l'astrologie. Voilà. En fait. Donc il y a eu ce déclic de la rencontre avec l'astrologie, mais c'est évident que j'étais très jeune. Et qu'il y a eu, on va dire, pas vraiment un certain temps de latence, parce que je m'intéressais toujours à l'astrologie, mais je n'avais pas encore approfondi, puisque je n'avais pas vraiment l'âge. Évidemment, c'est surtout à partir de l'adolescence qu'on commence à se poser de véritables questions profondes sur la vie, sur le monde, qu'on commence à philosopher, qu'on commence à s'interroger. Et évidemment, donc à l'adolescence, j'ai commencé à approfondir de plus en plus. Et c'est là que vous avez commencé à lire Barbeau, c'est ça? Oui, je le lisais avant, je n'arrive pas à me rappeler exactement à partir de quelle année, mais nous avons des cycles de développement, et nous passons par différentes phases de développement, et c'est surtout donc à partir d'une quinzaine d'années, donc on approfondit, qu'on commence à 76. des choses. Donc quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, je crois, intellectuellement, c'est quand même Nicolas. Vous disiez ça. C'est lui pour vous qui assure quand on veut parler des fondements de l'astrologie, il faut aller voir ce qu'a écrit Nicolas. Donc non, pas pour les fondements. En ce qui concerne Nicolas, je trouve qu'il a fait évoluer l'astrologie sur un plan scientifique. Alors, il a fait évoluer l'astrologie, mais c'est tout un système très, très cohérent, l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas. Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, c'est le système RET et la théorie des âges. D'ailleurs, la théorie des âges n'est pas proprement parler une théorie, puisque c'est une réalité. C'est donc la relation de l'être humain au cosmos, aux planètes, en relation avec différentes phases des cycles planétaires.
Mais oui. Et puis le système RET, qui est un système vraiment de compréhension vraiment formidable de la vie. Alors le système RET, représentation, existence, transcendance, est vraiment un modèle, mais un modèle qui est paradoxalement un concept vivant, est un concept vivant qui permet donc d'appréhender donc l'être humain, mais aussi le monde. C'est un formidable outil. Là où je rejoins moi Jean-Pierre Nicolas, c'est par rapport aux travaux de Pavlov appliqués à l'astrologie, parce que, non pas que j'en conteste la validité, pas du tout, mais ça rejoint les découvertes scientifiques actuelles, donc, qui sont basées sur les découvertes du corps humain, de la physiologie, et essentiellement les découvertes basées sur le cerveau, sur les neurones, sur le fonctionnement cérébral. Et bien que Jean-Pierre Nicolas donc, a construit donc, un zodiaque basé donc, sur les travaux de Pavlov, j'estime que c'est réducteur. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Bon. Alors, si on peut effectivement constater qu'il y a des phénomènes qui s'impriment dans le cerveau et que ces phénomènes peuvent être reliés aux astres et qu'on peut déterminer des aires cérébrales reliées à des planètes, on peut le faire. Cela dit, ce que je trouve réducteur, c'est de dire que l'être humain n'est qu'un système cérébral, l'être humain n'est pas qu'un cerveau, n'est pas qu'un système nerveux. L'être humain est un être extrêmement complexe et on prend en compte, et ça rejoint tout à fait les découvertes scientifiques actuelles, des découvertes scientifiques basées uniquement sur la physiologie. Et c'est vrai qu'il y a une avancée scientifique qui va dans ce sens-là, et aussi qui incline à penser que l'être humain n'est qu'un sac d'atomes en fait, n'est fait que d'atomes, de molécules. Mais la science actuelle voit les choses de cette manière. Donc c'est vraiment l'accent qui est mis sur l'objet, parce que Jean-Pierre Nicolas met beaucoup l'accent sur le référentiel objet du SORI. Cependant, je ne pense pas que mettre l'accent sur le sujet soit synonyme de subjectivité. Et l'être humain est autre chose qu'un animal perfectionné, je dirais. Et on a tendance à penser à l'heure actuelle que l'être humain est un mammifère évolué. Ce sont des pensées tout à fait contemporaines. Et ça va à l'encontre de ma philosophie, ça va à l'encontre de ma vision des choses. Alors, pour en revenir au système RET, c'est au contraire ce système RET qui est basé aussi sur les travaux de Pavlov, avec la susceptibilité faible, moyenne et forte.
il y a un paradoxe parce que alors je dirais que mais là c'est une intuition que ce système RET est un concept vivant, parce qu'un concept, donc c'est une image, et en général, quand on se fait une image de la réalité, cette image est figée, mais est figée dans le temps, pas forcément dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire que la science actuelle, par exemple, n'est pas capable d'expliquer comment pousse un brin d'herbe. Elle est capable donc de photographier un être vivant, une plante, un objet au moment justement où cette photo est prise, ou au moment donc, où cet objet est analysé. Mais ce qu'on n'arrive pas à prendre en compte, c'est la vie finalement. Pourquoi nos cheveux poussent? Qu'est-ce qui fait pousser nos cheveux? En fait, quand nous voyons les cheveux de quelqu'un, on voit les cheveux tels qu'ils sont maintenant, mais on ne voit pas les cheveux pousser. Donc on n'est pas capable à l'heure actuelle d'expliquer le processus vivant. Donc on fige la réalité, et comme on fige la réalité, on ne peut pas vraiment prendre en compte cette réalité. C'est-à-dire que cette vérité est toujours prise en compte de manière partielle et figée. Mais par exemple, le thème astral, c'est pas quelque chose de figé quelque part, le thème astral? On fige le cosmos à un moment donné de l'année. Voilà, on fige les étoiles. Ça vous gêne pas, ce problème du... Alors, le thème astral n'est pas du tout figé. Non. Parce que, alors, le thème astral, effectivement, dans le sens où je vous le dis, c'est comme si on prenait une photo un cliché, oui. un cliché donc de la position des astres en longitude et à latitude au moment exact et de notre naissance et au lieu exact de notre naissance. Cela dit, les astres continuent d'évoluer dans le ciel et forment des cycles et des aspects planétaires, et donc forment continuellement des aspects à notre thème de naissance. Bien sûr, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose. Souvent, les gens, quand ils regardent une synastrie, ils vont comparer deux thèmes de naissance. Oui. Ils vont pas spécialement regarder les transits ou les directions. Ils vont quand même regarder deux thèmes. Alors, un tel a sa planète à tel endroit, à tel degré, un autre à tel. C'est-à-dire que la comparaison de thèmes, qu'est-ce que vous pensez que c'est valable, la comparaison de thèmes? La comparaison de thèmes, la synastrie est tout à fait valable, parce que donc il y a donc entre deux individus donc une interaction. Donc il y a forcément quand il y a deux personnes en contact, il y a une relation vivante entre deux êtres humains. Donc chaque être humain a son propre passé, ses propres expériences. Donc, et donc ces expériences, c'est le vécu de chaque personne et sa façon d'appréhender la vie par rapport au vécu, par ses émotions, par son ressenti, par ses représentations, par sa vision du monde. Ça va créer donc une confrontation entre ces deux êtres, et justement cette synergie entre deux êtres va les amener à des prises de conscience, va les amener à évoluer l'un et l'autre, justement parce que ces deux êtres ne réagissent pas de la même manière, étant donné qu'ils ont un thème différent. Donc il y a donc des êtres donc, qui se rencontrent plutôt par affinité, donc qui ont des thèmes qui ont des points communs, et la relation va être basée plus sur des affinités, sur la façon de se reconnaître dans l'autre. Il y a
des couples ou des personnes donc, qui se rencontrent en voulant se confronter à l'autre. Donc il y a plus une relation au niveau du duel à ce moment-là. Donc il y a des relations très différentes, des relations plus intellectuelles, des relations plus affectives entre deux personnes. Et tout cela, donc, on le voit donc, avec les thèmes astrologiques. Donc il n'y a rien de figé. Donc si je comprends bien, quand un couple vous rencontre, vous voyez comment il fonctionne en fait, sur quelle base il fonctionne. Alors tout n'est pas non plus figé et déterminé à l'avance parce que une carte du ciel nous permet donc de faire des prises de conscience. Oui, c'est bon. Oui. Nous permet donc de faire des prises de conscience par rapport donc à la manière dont on a vécu notre thème jusqu'à présent. Ah oui, d'accord, donc ça peut ouvrir d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'un thème peut être vécu à des niveaux différents. Ça dépend aussi de la maturité psychologique, de la maturité affective de la personne également. Donc, plus la personne donc est mûre sur le plan affectif, plus elle va pouvoir après donc, avoir une vision élargie donc le couple va évoluer, va changer, va prendre conscience de son vrai comportement, de sa vraie dynamique qu'il n'aurait peut-être pas perçue tout de suite, en fait, voilà, ça était subconscient. Justement, l'intérêt du thème astral, justement, c'est de comprendre cette dynamique. De l'astrologue aussi, de l'aider c'est l'astrologue qui va interpréter. C'est l'astrologue qui va aider justement à faire prendre conscience à cette personne évidemment de ses atouts, de ses faiblesses, mais cette personne a vécu certains événements à certaines époques de sa vie et elle a mal aussi intégré certains événements parce que y a certaines parts de son être, par exemple, qu'elle a mal intégrées. Donc l'astrologie va lui permettre de prendre conscience donc, des aspects de son être qu'elle a mal intégrés et à des transits planétaires suivants, elle va pouvoir intégrer ces aspects qu'elle a mal intégrés dans le Oui, c'est ce que je voulais vous poser la question. Vous parliez du fait que le thème n'était pas figé et qu'on pouvait le faire évoluer. C'est ce que Nicolas appelle l'activation une activation à un certain moment de ce qui est dans le thème, c'est ça? Oui. Donc vous pensez alors quel est le niveau de prévision et de précision qu'on peut apporter en astrologie alors? On peut donner des dates? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, question des datations? On peut donner effectivement des dates, mais moi je ne fais pas du style, une astrologie prévisionnelle du style il va vous arriver tel ou tel événement à telle date, parce que j'estime que c'est dangereux, parce que il y a des personnes donc influençables donc, qui peuvent être influencées donc, par ce qu'on va leur dire, qui va leur arriver tel ou tel événement et qui d'ailleurs qui va pas forcément se produire, parce que un transit planétaire ne provoque pas forcément un événement tangible. Oui, d'accord. Un transit planétaire peut amener une ouverture donc, du champ de conscience, une prise de conscience. Et ces prises de conscience sont surtout très importantes avec les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton.
ces transits planétaires amènent donc la personne à transformer sa vision des choses, sa vision de la vie, et à appréhender donc la vie d'une autre manière, donc son système de pensée donc, peut en être chamboulé, son activité, son affectivité, tout peut être sujet donc à une métamorphose, parce qu'en fait le but de l'astrologie, qu'est-ce que c'est le but de l'astrologie? C'est de nous faire prendre conscience donc de notre être profond. Nous avons donc des planètes dominantes, donc les planètes dominantes donc, qui signent notre manière d'être la plus apparente et la plus fréquente. Oui. Cela dit, je vous dis donc au niveau de l'astrologie, parce qu'on en était resté à l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas. D'accord, oui, justement. Moi, je ne pratique pas l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas. Très peu de temps après avoir pris connaissance avec l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, j'ai pris connaissance de l'astrologie de Bernard Blanchet. Alors justement, en quoi, bien qu'elle se réfère, mais elle se distingue, je crois, vous m'aviez expliqué, à quel niveau elle se distingue de celle de Nicolas, celle de Blanchet? Alors Bernard Blanchet ne prend plus en compte dans l'astrologie qu'il pratique les travaux de Pavlov. C'est ça. Donc rappelez les ouvrages de Blanchet. Alors l'homme astrologique, évidemment. Voilà, c'est ça, oui. C'est vraiment l'ouvrage essentiel. Donc vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'était un peu les positions de Blanchet par rapport à Pavlov, c'est ça? Quand vous disiez que vous ne preniez pas Pavlov en considération, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas Pavlov en considération, Bernard Blanchet? Je ne lui ai jamais posé la question, mais je suppose que c'est sûrement dans le sens, ça doit rejoindre un peu ma conception. Oui. C'est que nous ne sommes pas, enfin moi je dirais. Ah oui, nous ne sommes pas des mammifères, c'est ça. Ah non, mais Bernard Blanchet n'a jamais dit ça. Hein. Non, c'est moi qui le dis. Voilà, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Oui. C'est que j'estime que l'être humain donc n'est pas un mammifère évolué, et que l'être humain dispose du libre arbitre. Il dispose du libre arbitre. Et que ce conditionnalisme donc, de Jean-Pierre Nicolas, basé donc, sur le système nerveux et les travaux de Pavlov sur le système nerveux supérieur, qui sont des travaux que je ne conteste absolument pas, hein, mais si on prend en compte uniquement que ce pôle physique, ça veut dire que l'être humain n'a seulement qu'un corps physique. D'ailleurs, ce qui est fou, et ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis là, mais il y a des gens qui ont pu prouver, par exemple avec l'effet Kirlian, que nous avions d'autres corps. Des auras, nous avions des auras, nous avons d'autres corps, nous avons un corps éthérique, nous avons un corps astral justement qui est relié aux astres. Donc nous avons différents corps. Et je ne pense pas que l'être humain, quand il naît, soit une tabula rasa, c'est-à-dire sur une table rase. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'être humain, à sa naissance, est seulement issu
d'un ovule et d'un spermatozoïde. Parce que c'est la position de Jean-Pierre Nicolas de considérer que tout se produit au niveau astrologique au moment de la naissance, que c'est l'imprégnation au moment de la naissance qui fait que la personne est ce qu'elle est. Il n'accepte pas l'idée de quelque chose d'antérieur à la naissance. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Donc, d'après ce que j'ai compris, comme d'ailleurs, pas Jean-Pierre Nicolas, mais je dirais les astrologues de manière générale, prennent en compte donc, le thème de naissance et le fait que soit les astres influent sur l'être humain de différentes manières plus ou moins physiques, ou alors les astres sont des symboles. C'est-à-dire qu'il y a... Mais on pourrait imaginer, pour reprendre votre argument tout à l'heure, on pourrait imaginer que même si nous avions des auras et un corps astral, c'est ça qui nous permet de capter les signaux cosmiques quelque part. Oui. Donc le fait de capter des signaux cosmiques, je pense que effectivement l'être humain a cette capacité donc de capter des signaux, si vous voulez, en fait. L'être humain, bien que je n'aime pas employer des termes trop techniques, parce qu'on a tendance à l'heure actuelle à prendre l'être humain comme un peu comme une machine, vous voyez. Bah oui. En pièces détachées, donc toute la science d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est beaucoup spécialisé et donc pour disséquer l'être humain et on a tendance à considérer, à appréhender l'être humain comme si c'était une machine. Vous n'avez pas l'impression, Madame Philippe, que le thème astral aussi est très analytique et tend à disséquer aussi le psychisme de l'être humain? Oui, bien sûr, mais pour venir à ce que la question que vous m'avez posée, je vais quand même employer un terme technique. C'est comme si l'être humain était une antenne parabolique quelque part. C'est-à-dire, je pense que l'être humain est effectivement capable de capter des signaux, enfin, si vous employez ce terme, des astres. Mais la théorie il est capable de se relier, de capter des sortes d'ondes, on va dire. Des ondes, on va dire, des formes d'ondes. Mais c'est pas incompatible avec Pavlov, ça, en fin de compte. Alors qu'il y a des signaux, que ces signaux soient captés de manière ou d'une autre, c'est quand même des signaux. Alors, en ce qui concerne qui sont émis par les astres, je suis d'accord. Par contre, en ce qui concerne des signaux donc, en relation uniquement, c'est-à-dire que il y a effectivement avec l'astrologie Jean-Pierre Nicolas les signaux donc, émis donc, par les astres, mais aussi donc, il y a donc, ces travaux de Pavlov sur la physiologie. Alors, en ce qui concerne l'influence des astres, je pense que les astres effectivement exercent une influence, mais je pense qu'il y a autre chose. Et là, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que je pratique l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, ni aucune astrologie vraiment précise auquel je me réfère à 100%, parce que j'ai eu un cheminement spirituel dont je ne vais pas parler parce que ça n'est pas du ça. Mais je crois donc au phénomène de la réincarnation. Cela dit, je ne fais absolument pas d'astrologie karmique, c'est-à-dire que
ce serait tout à fait malhonnête de ma part de dire à une personne vous avez vécu ci ou ça dans une vie antérieure, parce que je suis absolument incapable de le dire. Vous pouvez, vous voulez dire que vous pouvez. Non, je ne peux pas le prouver, mais pour moi c'est une conviction. Et que l'être humain, donc le germe de l'être humain, donc, quand il s'incarne, c'est pas seulement la réunion d'un ovule et d'un spermatozoïde, mais il y a par la suite des corps subtils donc, qui vont entourer ce germe et qui sont donc ces différents corps subtils. Et ces corps subtils sont reliés à l'âme de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas qu'un corps physique. Voilà. Quand on essaye d'expliquer l'astrologie uniquement donc, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue atomistique, en ne prenant en compte que ces phénomènes, pour moi c'est ne prendre en compte que les phénomènes physiques, parce que même des phénomènes que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais à partir du moment où on est capable de les voir avec un microscope, pour moi c'est du domaine aussi physique. Et par conséquent, c'est une donnée effectivement qui existe, et la science a fait de réels progrès en ce sens. La science a beaucoup évolué, mais dans ce sens-là. Alors, j'ai une philosophie de la vie qui s'inspire beaucoup de la philosophie de Rudolf Steiner et l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et d'ailleurs, je suis venue à l'anthroposophie de Rudolf Steiner par les astres. Il a écrit d'ailleurs un petit bouquin sur les harmonies zodiacales. Il parle d'astrologie dans ses œuvres. Oui, alors, paradoxalement, alors que je continue toujours à étudier l'anthroposophie de Steiner, en ce qui concerne l'astrologie à proprement parler, elle ne m'a pas apporté grand-chose. Son astrologie à lui. Oui, pas grand-chose. Je parle au niveau de l'astrologie proprement dite. Je suis venue donc à l'anthroposophie de Rudolf Steiner parce que j'avais vu une annonce d'un voyage en Allemagne pour découvrir donc les Ferneburg près de Marburg en Allemagne, et comment Maria Thun, qui a une disciple de Rudolf Steiner, dans sa ferme donc, fait pousser les oignons, les laitues, les courges, enfin avec le couscous. Oui, vous avez étudié son système, comment elle travaille, quelles sont les techniques qu'elle utilise? Oui, alors j'ai étudié son système, et d'ailleurs comme je me suis déplacée, j'ai pu voir que ce qu'elle disait était juste. Donc Maria Thun travaille de manière très très pragmatique, comme Rudolf Steiner travaillait toujours de manière très pragmatique, parce que Rudolf Steiner a appliqué donc la science anthroposophique à de nombreux domaines pratiques. Et donc elle fait pousser je ne sais pas d'ailleurs si elle est toujours en vie à l'heure actuelle, parce que je m'étais rendue en Allemagne en 2020. Et elle faisait donc une nouvelle expérience en faisant pousser donc des plantations de légumes à différentes heures du jour et de la nuit. Ah oui, vraiment. Toutes les heures. Voilà. Oui. Voilà. Donc les laitues, donc par exemple les salades, donc sont des plantes feuilles. Les oignons sont des
des plants racines, donc les courges, donc des plants fruits, etc. Et j'ai pu constater donc, de mes propres yeux que lorsque les semis donc, étaient effectués, donc, si on prend par exemple des légumes feuilles comme les salades, donc si les semis donc, étaient effectués donc, en jour-feuille, c'est-à-dire lorsque la Lune se trouve devant une constellation de signes d'eau, eh bien les salades étaient magnifiques. En ce qui concerne les oignons, donc en rapport avec les signes de terre, eh bien ceux qui étaient semés et récoltés lorsque la Lune était transité un signe de terre, eh bien les oignons étaient magnifiques, énormes, ils ne pourrissaient pas, étant donné que les oignons par exemple qui étaient plantés ou semés en jour fruits, en jour feuilles, pourrissaient et étaient maigrichons. Donc j'ai pu le voir et le constater de mes propres yeux, je n'ai pas été la seule. C'était la Lune qui passait sur un signe. Oui, voilà, c'est ça. Sur une constellation ou sur un signe? Alors les constellations, alors je me pose des questions, non pas quant à la validité des signes du zodiaque tropique, pas du tout. Mais là encore, c'est ma conception donc, spirituelle et philosophique de la vie. Rudolf Steiner nous a fait comprendre que l'humanité actuelle n'est pas la même que l'humanité dans le passé et que nous avons une manière d'appréhender la vie, d'appréhender le monde et d'appréhender l'astrologie aussi qui n'est pas la même que l'était celle de nos ancêtres. Ah oui. Les êtres humains dans le passé étaient beaucoup plus reliés à l'élément vivant que ne l'est l'humanité actuelle. Oui. Il y a eu donc au fil du temps, au fil des siècles, des millénaires, donc l'apparition donc chez l'être humain de soi-conscience, donc du fait qu'il s'est séparé donc du plan divin qu'on retrouve dans plein de livres sacrés par la chute cette séparation lui a amené la conscience de soi qui était absolument nécessaire. C'est cette conscience de soi donc qui a amené justement cet esprit scientifique que l'on trouve à l'heure actuelle. Rudolf Steiner nous a fait comprendre que c'était une évolution qui devait se faire. Dans des temps anciens, l'humanité était reliée aux astres de manière beaucoup plus instinctive. C'est-à-dire que la relation aux astres, la relation à la nature, la relation au cosmos était vécue de manière atavique. C'est-à-dire que ce sont les dieux qui pensaient au travers de l'être humain. Donc l'être humain n'avait pas acquis donc l'esprit intellectuel qu'on a à l'heure actuelle. Donc les êtres humains à des époques très lointaines, je ne pense pas qu'ils aient voulu construire une astrologie pour se faire une représentation du monde et pour ordonner les choses. Je pense que ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu donc avec la soi-conscience, la conscience de soi qui s'est développée de plus en plus au fil du temps. Auparavant, donc, il y avait une relation au cosmos qui faisait que les êtres humains étaient capables de voir les êtres spirituels. On a tendance à l'heure actuelle enfin c'est pas une tendance, c'est une réalité, à voir dans
dans ce que nous voyons, par exemple là, nous voyons la terre, nous voyons l'air, nous voyons les fleurs, nous voyons l'apparence des choses, mais cette apparence est aussi une réalité. Hein. Mais nous ne voyons qu'une partie de la réalité. Nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas, comme je disais tout à l'heure, nous ne voyons pas ce qui provoque vraiment la vie, ce qui sous-tend la vie, qui fait que, par exemple, ne serait-ce qu'un brin d'herbe vienne à pousser. On n'arrive pas à expliquer ça. Et donc l'être humain était donc fortement relié aux entités spirituelles et les voyait, ces entités spirituelles. Il était capable de les voir. Et en ce qui concerne les éléments d'astrologie, que ce soit l'eau, l'air, la terre, le feu, eh bien, les anciens étaient à même de voir les êtres élémentaires de la nature reliés à ces éléments. Il y a des êtres, même à notre époque, qui sont capables de voir ces êtres. Maintenant, on dit que ce sont des contes de fées, parce qu'effectivement, on en retrouve dans les contes de fées, quand on parle des êtres, quand on parle de ces êtres de la nature, comme les ondines, comme les êtres, les salamandres. Mais même à notre époque, il y a des gens qui sont capables de voir ces êtres qui ont une influence agissante sur la nature, sur les plantes, sur le temps aussi, le milieu cosmique. Une sorte de panthéisme, de paganisme. Si vous voulez, disons que c'est pas, pour moi c'est pas du paganisme, c'est pas une conception, si vous voulez, c'est du paganisme, si vous voulez, mais c'est une réalité donc, que les gens à l'heure actuelle ne sont plus capables de voir parce qu'ils ont tellement développé leur intellect que leur champ de conscience c'est rétréci. Est-ce que ça veut dire, mademoiselle Philippe, que l'astrologie ne pourrait pas être née aujourd'hui, qu'elle n'a pu être produite et découverte que par des gens qui avaient d'autres pouvoirs que les nôtres? Comment ça? Comment est-ce qu'elle est née, l'astrologie? Comment elle a été décryptée? Comment elle a été décodée? Je ne peux pas dire comment elle a été décodée à l'époque parce que j'ai pas les éléments. Non, mais enfin, vous laissez entendre que nos ancêtres avaient des pouvoirs que nous n'avons pas. Oui. Alors ça, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Donc, c'est Rudolf Steiner donc, qui avait donc une capacité donc de voir des phénomènes et que des personnes donc, qui se réclament de l'anthroposophie, certaines personnes sont capables aussi de voir et d'appréhender. Donc, en ce qui concerne les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus vraiment capables de vraiment comprendre tout ce système. Je ne pense pas que ce système soit dépassé. Je ne pense pas que ce soit un système dépassé. Je pense que nous avons évolué sur un certain plan et ce que nous avons acquis certaines choses et nous en avons perdu d'autres. Ce que nous avons acquis sur le plan scientifique aussi, nous l'avons perdu par des instincts que l'humanité avait dans le temps et qu'elle a perdu. Oui, justement. Il y aura la possibilité, je pense, de faire se rejoindre ces deux pôles, c'est-à-dire de faire se rejoindre la pensée scientifique et puis aussi une manière aussi de se relier vraiment à la vie. Une manière de se relier à la vie tout en comprenant cette vie, tout en l'analysant et
Mais je voulais vous poser une question à ce sujet. Je voulais savoir, à votre avis, comment est-ce que les hommes ont comment le lien entre les astres et les hommes s'est constitué, à quelle époque il s'est constitué, et comment les hommes en ont pris conscience, et comment ils l'ont codifié, si vous voulez. Vous pensez que les hommes et les astres sont liés depuis l'origine du monde, ou bien ça s'est fait à un moment donné? Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, il y a eu la science des astres, des Sumériens, il y a eu une évolution dans le temps, certes, mais il y a eu ce que je veux faire comprendre, c'est une évolution par rapport à la manière d'appréhender le cosmos. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est non pas donner des dates précises, Oui, d'accord. non pas donner des dates précises dans le temps, mais un processus. Oui, c'est-à-dire d'accord. qu'il y a un processus qui fait que l'appréhension de l'astrologie n'est plus la même qu'elle était avant. Il y a eu d'ailleurs, il y a encore pas très longtemps, donc le 19e siècle, et au début du 20e siècle, encore une astrologie, surtout au début du 20e siècle, parce que pendant pas mal de temps, l'astrologie n'était pratiquement beaucoup. Mais quand l'astrologie donc a été reprise en compte, surtout du XXe siècle, c'était surtout dans un but déterministe au niveau événementiel. C'est-à-dire, avec tel ou tel transit, il va vous arriver tel ou tel événement. Et puis, il y a eu, avec Rudyard, il y a eu vraiment un grand changement. Il y a eu un grand changement, c'est-à-dire qu'à partir de Rudyard, l'astrologie est devenue beaucoup plus centrée donc, sur la psychologie de la personne et sur les prises de conscience de l'être humain. Donc, que l'être humain donc, était sujet donc, à des transformations grâce au transit et le moins d'intérêt, un intérêt beaucoup plus secondaire à parler donc, du déterminisme des astres au niveau événementiel. Et Rudyard donc, a fait des découvertes phénoménales. Ah oui. Il y a le livre sur les signes, sur les signes du zodiaque, en relation avec le cycle jour-nuit. Cycle diurne, oui. Diurne et nocturne, qui d'ailleurs, Jean-Pierre Nicolas aussi, avec Voilà, son c'est ça. photopériodisme, utilise. Et pour moi, c'est vraiment une étape très importante pour l'époque moderne, parce que ce que je pense, c'est que à chaque époque, l'astrologie a eu un intérêt différent suivant la civilisation dans laquelle elle est et que nous ne pouvons pas, non, je pense que, comme je disais, on ne peut pas toujours comprendre l'astrologie telle qu'elle était dans des temps reculés, puisque nous n'avons pas la même manière d'appréhender les choses que nos ancêtres. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis. Et donc, il y a eu vraiment une nouvelle vision donc, de l'interprétation astrologique avec Rudyard, avec le phénomène cyclique. Donc, c'est bien de la lunaison que les signes du zodiaque, donc, par rapport au cycle diurne et nocturne. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que là,
vivant, un phénomène Alors, vous pouvez préciser un petit peu, Marie-France Philippe, la façon dont la cyclicité est en œuvre chez Rudyard. Par exemple, les comptes de le fait d'être né dans un certain quartier de Lune, un quartier de la lunaison, la distance entre la Lune et le Soleil à la naissance. Oui. Rudyard a beaucoup travaillé sur ce cycle de la lunaison. Le premier quartier, donc la conjonction qui est le début d'un cycle, donc une impulsion nouvelle apportée au cycle. Et que donc cette impulsion nouvelle donc, va se développer en différentes phases, en premier quartier, en trigone, à l'opposition, donc il y a une prise de conscience, donc une prise de conscience parce qu'il y a le soleil et la lune qui s'opposent, donc il y a le cycle aussi, donc la première moitié du cycle, le premier hémicycle, donc est surtout un cycle d'activité, et dans le deuxième hémicycle, on prend plus de recul par rapport au passé, par rapport à la prise de conscience qui a eu lieu donc à l'opposition de ces deux planètes que sont le Soleil et la Lune, mais on pourrait penser qu'on pouvait faire ce genre de choses aussi avec toutes les planètes. Oui, l'intérêt de ce système, à mon avis, c'est que la personne naît à un moment donné, elle sait qu'elle naît à un moment donné du cycle. Que le thème natal n'est pas le point de départ. La personne s'inscrit dans une cyclicité qui a commencé avant elle, qui se continue après elle. Alors que souvent l'astrologie, telle qu'on la pratique même aujourd'hui, n'inscrit pas la personne dans un cycle. On ne dit pas vous êtes à tel moment du cycle. Ça, effectivement, c'est un apport non négligeable. Cela dit, Rudyard, il s'intéresse beaucoup à la question d'un cycle de 30 ans, c'est ça, pas plus ou moins. Il y a un rapport un jour égale un an, c'est ça. Donc finalement, quelque part, il attache beaucoup d'importance au cycle de Saturne, quelque part, indirectement. Enfin, je veux dire que pour vivre complètement un cycle entier, il faut 30 ans. 30 ans, c'est le cycle de Saturne. Oui, mais c'est aussi le cycle de la Lune quand on la progresse. Parce que la Lune progressée, un jour égale un an. Ça, ce sont les progressions, le phénomène des oui, c'est ça. C'est pas le même problème, mais ça, chez lui, ça va ensemble. Oui, enfin moi, je ne travaille pas trop avec la progression, mais, voilà. Mais l'analogie, c'est une analogie entre un jour égale une année. Alors, parlez-nous... voilà. Et donc, finalement, il arrive quelque part à donner beaucoup d'importance aux périodes de 30 ans, quelque part, dans son travail. Enfin, c'est peut-être pas ça qui a retenu votre attention. Et ça vous gêne pas que vous parlez tout à l'heure aujourd'hui, par exemple, de l'astrologie que nous connaissons, et que ne connaissaient pas nos ancêtres, elle utilise par exemple l'Uranus, Neptune et Pluton. Et nous avons actuellement des outils d'observation, des horoscopes, des télescopes, par contre, que n'avaient pas nos prédécesseurs. Oui. Donc, vous pensez que ça leur manquait à nos ancêtres de la connaissance de ces planètes transsaturniennes? Parce que Nicolas, lui, les a complètement intégrés dans son système, dans le RET, il est complètement intégré. Mais c'est la partie T. Oui. Eh bien, donc on peut effectivement se poser des questions par rapport à l'intégration de ces planètes. Pourquoi les anciens interprétaient des thèmes sur ces planètes et que maintenant on les intègre dans le thème. C'est ça, oui. Il y a donc avec les transits donc, de ces planètes Uranus, Neptune et Pluton,
expérience par rapport lorsqu'elle forme des transits donc avec nos planètes de naissance, par rapport à vraiment ce qui est très individuel en nous. Ça fait... Ah bon, bah c'est assez paradoxal. Ce qui est le plus individuel, ce serait les planètes transsaturniennes en fait. Oui, parce que... Ah, ça c'est étonnant, oui. Alors là, c'est difficile à expliquer. Il y a donc ces planètes donc, transsaturniennes font bouger des choses en nous qui sont très profondes et qui sont reliées donc à les planètes que sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, etc. Mais de manière à les vivre de manière plus authentique, c'est-à-dire plus en phase avec notre véritable destin. C'est-à-dire que nous avons tous un destin et nous naissons avec un destin. Ce destin, il n'est pas tracé quand même à l'avance au cordeau, sinon nous serions des automates, nous avons notre libre arbitre. Mais justement, l'interaction entre ces planètes, ces transits des planètes lentes avec les planètes, les autres planètes de notre thème, nous font bouger pour faire ressortir en nous ce qui est individuel, très individuel, mais d'une manière plus authentique, c'est-à-dire relié à notre destinée. Très souvent, les gens se plantent, je dirais, dans leur vie, font des tas d'erreurs, parce qu'ils ne sont pas reliés à la source profonde de leur être. Donc ils se conforment à une vision des choses qui est une vision transmise par la société, par la culture dans laquelle ils sont insérés. Mais ils n'arrivent pas à trouver au fond d'eux-mêmes ce qui leur convient vraiment, c'est-à-dire quel est vraiment leur cheminement propre. Et c'est vrai que il y a eu un profond remaniement aussi au niveau de l'éducation de façon générale et que les êtres humains, bien qu'ils soient toujours très influencés par la culture dans laquelle ils sont insérés, souvent malgré eux, bien qu'ils disent le contraire, eh bien, ont cherché de plus en plus à s'individualiser de manière authentique. Bon, il y a eu par exemple les 68, il y a eu des mouvements comme ça, il y a eu par exemple le développement personnel qui le prouve, qui montre qu'il y a vraiment un besoin chez l'être humain donc à retrouver vraiment son essence en fin de compte. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'être quand il naît, il n'est pas comme une table rase. Il emporte avec lui un acquis qui est l'acquis de ses vies précédentes. Il y a aussi un acquis, alors ça c'est Rudolf Steiner donc, qui l'exprime dans ses livres, de l'âme donc qui traverse les sphères planétaires entre la mort et une nouvelle naissance, jusqu'à Saturne. De la Lune à Saturne, de Saturne à la Lune pour se réincarner. Et que ces expériences donc de l'âme, aussi bien au travers des différentes vies que sur Terre que des expériences de l'âme aussi entre
la mort et une nouvelle naissance, il faut qu'il y a une expérience qui se transmet à l'âme qui s'incarne. Et c'est pour ça que nous naissons avec un tel thème astral. C'est pas pour rien. C'est que l'âme, quand elle s'incarne, elle sait à l'avance qu'elle va s'incarner à tel moment. Et qu'elle va avoir tel thème. Donc elle le sait à l'avance. Même si c'est son destin, même si après il y a un oubli, il y a le voile de l'oubli qui se produit et que la personne a totalement oublié cela, puisque rares sont les personnes qui croient aux vies antérieures, bien qu'il y ait quand même de plus en plus de personnes maintenant qui y croient. Et donc je considère pour ma part que le thème astrologique est une conséquence donc du vécu antérieur de la personne et par conséquent de ce qu'elle a à vivre dans cette propre vie. Mais la personne souvent n'a pas conscience de son destin. Et ce que je crois, c'est que au lieu donc de se mettre en phase avec un destin donc, qui lui permettrait donc d'évoluer dans le bon sens du terme, eh bien elle se fourvoie. Et l'astrologie, elle est là justement pour lui faire prendre conscience du potentiel qu'il y a dans son thème. Alors évidemment, comme je vous dis, je ne parle pas jamais de vie antérieure, parce que je ne suis pas capable de voir la vie antérieure de personne, c'est évident. Mais le thème astrologique donc, est vraiment tellement riche et permet donc de comprendre avec les aspects